Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. La route de la soie est souvent présentée comme un réseau très ancien reliant la Chine à l'Europe. Comme si, en équilibre sur une balance, l'extrême est et l'extrême ouest du continent eurasiatique abritaient deux grandes civilisations, trop lointaines pour être en concurrence, mais capables d'échanger par le biais de ces routes. Et entre les deux, me direz-vous, il n'y aurait que des marchands, des pirates et des gardes-barrières qui s'enrichissent au passage des échanges riches et variés. Cette vision reviendrait à dire que les routes de France sont faites pour relier Strasbourg à Brest, et non pas pour que tout le monde puisse se rendre à Paris. Comme souvent en Europe, nous héritons d'une histoire du monde dont nous sommes les héros, et qui nous rend souvent aveugles à ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire mondiale, l'histoire décentrée, ou plutôt l'histoire polycentrée. Et s'il est vrai qu'une route commerciale a très tôt permis aux pierres précieuses, aux épices, à la soie ou au thé d'atteindre les berges de la Méditerranée, ce n'est qu'avec la création des voies maritimes à la fin du XVe siècle que l'Europe prendra sa place dans les grands échanges commerciaux et culturels. C'est en poursuivant la route maritime de l'Inde que Christophe Colomb inaugurera un nouveau monde globalisé dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui enrichira considérablement l'Europe. Avant cela, banlieusard des échanges eurasiatiques. Entre sciences naturelles et histoire humaine, l'exposition Retour d'Orient, visible jusqu'au 24 février 2020 au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, nous invite à plonger dans cette histoire décisive qui s'étale sur plusieurs millénaires et connecte la diversité des écosystèmes, des paysages et des cultures du continent eurasien. À l'heure de la globalisation et de l'anthropocène, comment l'histoire des routes de la soie permet de mieux comprendre le monde actuel et de mieux comprendre celui qui arrive, c'est notre programme pour l'heure qui vient. Pour répondre à cette question, nous partirons donc de l'exposition du Muséum de Nantes pour comprendre comment donner à voir cette histoire. Comment la raconter, bien sûr, mais comment la donner à voir à travers des lieux et des objets témoins. Assez naturellement, le muséum part sur la route de la soie à la recherche des ressources minérales, végétales et animales. Petit tour descriptif de cette exposition avec sa responsable Marie Dartige pour nous décrire les collections et les trésors présents dans cette expo. Cette exposition donc, qui retrace un petit peu le voyage qui a pu être fait depuis de très longues années entre l'Asie et l'Europe. On a surtout concentré notre présentation sur les pierres précieuses, les épices et la soie. Donc cela nous a amené effectivement à emprunter beaucoup d'objets à l'extérieur de nos propres collections au Muséum de Nantes, et notamment des pièces assez extraordinaires au niveau des pierres précieuses. Là, on a fait appel à différentes structures et même des collectionneurs privés. On a notamment une collection de pièces absolument magnifiques qui viennent de Birmanie, d'une région qu'on appelle la vallée de Mogok, et qui effectivement accumule les conditions géologiques de la fabrication, entre guillemets, naturelle de pierres extraordinaires. Donc là, on a surtout une grande majorité de collections d'un collectionneur privé, Federico Berloquer, et notamment ce King of Mogok, là, qui est vraisemblablement le plus gros rubis sur gangue au monde, qui a été trouvé actuellement. Alors quand je dis sur gangue, c'est la pierre encore incrustée dans sa roche-mère, en fait. Donc là, c'est un rubis qui fait 1700 carats et qui est incrusté sur sa roche-mère qui est du marbre. Donc ça fait effectivement visuellement quelque chose d'assez extraordinaire et de très précieux, avec des couleurs hallucinantes. Il y a aussi dans cette vallée quasiment vraiment une grande concentration de pierres différentes, puisque là nous avons des énormes saphirs aussi absolument étonnants, et des spinels. Les spinels, j'aime
beaucoup parce que c'est des pierres qui, dans leur structure, qui ont vraiment cette forme. Voilà, là par exemple, ce que vous voyez ici, là vraiment cette forme de losange un petit peu. C'est la forme naturelle. Cette pierre n'a pas été taillée. Donc ça fait partie vraiment des pièces étonnantes qu'on a le privilège de pouvoir présenter dans cette exposition. Et puis au-delà de ces pierres, nous avons effectivement aussi toute une partie sur les épices. Alors plus difficile de trouver des objets de collection pour présenter cette partie-là. Mais là pour le coup, on est allé voir dans nos collections à nous et on a réussi à trouver différentes planches d'herbier qui représentent les plantes dont on parle dans l'exposition. Et puis, comme les planches d'herbier, c'est des pièces de collection très intéressantes et très belles, mais qui ne permettent pas forcément d'appréhender la plante dans la nature. Hein. Donc là, on a fait appel à un illustrateur, Julien Norwood, qui nous a fait des illustrations, du coup, très illustrations botaniques qui permettent de voir effectivement à quoi ressemble la plante dans son ensemble, ses feuilles, ses fruits, ses graines, et qui permettent du coup là d'appréhender vraiment la plante dans son ensemble. Et à chaque fois en relation, on a présenté aussi les éléments de cette plante qui constituent l'épice. Et du coup, là, on a fait appel à un épicier qui nous a fourni ces extraits et qu'on peut sentir en soulevant. Voilà, on ne sent pas à la radio, hein, mais qu'on peut sentir en soulevant le petit contenant dans lequel ils sont présentés. Pour la partie soie, on a eu la chance de pouvoir collaborer avec le musée de la Compagnie des Indes, qui nous a prêté cette magnifique tunique. Dont on ne connaît pas très bien la date de confection, parce que même là-bas, en fait, la date qu'ils avaient en archive, c'est la date de réception de la tunique, c'est-à-dire la date à laquelle la tunique est arrivée dans les collections. Et alors, c'est une tunique qui est effectivement en soie et qui est brodée d'éléments qui sont très importants dans la symbolique chinoise, comme le papillon, qui est l'emblème de la belle femme. Du coup, ils ont eu la gentillesse de nous la prêter sur toute la durée de l'exposition, c'est-à-dire presque 10 mois, alors que c'est vrai que souvent, les éléments en papier ou les éléments en tissu, dans les musées, on peut difficilement les présenter plus de 3 mois pour des raisons de conservation. Et puis un élément que j'aime beaucoup aussi dans cette exposition, et ça c'est en collaboration avec le domaine de la Roche-Jagu qui avait présenté une exposition sur la fabuleuse Odyssée des épices et qui ont fait un gros travail avec Annick Le Guerrer, qui est une anthropologue, une historienne des parfums. Et en fait, ils ont reconstitué à l'aide aussi d'un parfumeur professionnel, ils ont reconstitué des parfums très anciens. C'est-à-dire que Annick Le Guerrer, elle, dans son travail de recherche, a réussi à retrouver les éléments qui se constituaient des parfums très anciens, comme le métopion, là, qui est un parfum qui vient de l'Antiquité, qui était confectionné en Égypte. Et elle a réussi à retrouver les éléments qui constituaient ces différents parfums. Et le parfumeur, lui, sur la base de cette recette de cuisine, entre guillemets, a réussi à recréer ces parfums et on peut les sentir dans le cadre de l'exposition. Alors c'est des parfums qui n'ont pas été conçus spécifiquement pour l'exposition à Nantes, mais que nous avons récupérés à la suite de l'exposition à la Roche-Jagu. Vous cherchez la science ? Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas. Bien évidemment, cette visite sonore ne suffit pas à vous divulgacher l'exposition que nous vous invitons à aller voir de vos propres yeux, mais si vous nous écoutez depuis 2028 et qu'il est définitivement trop tard pour aller y jeter un œil, vous aurez pu y glisser au moins une oreille. Alors, sur ces bons mots, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi en studio quelqu'un qui connaît bien le labo des savoirs pour en avoir été l'un des rédacteurs en chef charismatiques et qui a réalisé le catalogue de cette exposition Retour d'Orient.
Bonjour Guillaume Mézières. Bonjour Maxime Labatte. Vous avez donc coécrit ce catalogue avec Mathilde Robert, elle aussi ancienne du Labo des Savoirs, que l'on salue au passage, et qui permet de plonger encore un peu plus en avant dans la richesse de la thématique de cette exposition. L'un des défis de cette thématique, c'est la période historique qui est extrêmement longue. Oui, parce que c'est très dur de retenir une période. La route de la soie, on associe ça généralement à Marco Polo ou à l'ouverture des routes maritimes. En fait, on associe ça à des événements qui sont des événements vus d'Europe. C'est très dur de trouver un début aux échanges entre l'Europe et l'Asie. En fait, on pourrait remonter aux premières migrations de population avant le néolithique, où déjà des espèces végétales circulaient. S'il y a des coquelicots en Europe, c'est que les coquelicots sont arrivés avec le blé venu du croissant fertile. Et donc, les échanges avec l'Asie, on peut aller les chercher dans la nuit des temps. Ce n'est pas une expression qui est très pertinente en histoire, mais c'est une manière de dire qu'il n'y a pas d'origine ou il n'y a pas de départ aux échanges concrètement des routes de la soie. Donc, il faut quand même retenir une périodisation. La périodisation, on peut peut-être la retenir avec les premiers livres de voyage, rapports d'explorateurs. Et dans le catalogue, on est parti d'un point de départ, c'est en 97 après Jésus-Christ. Donc on est vraiment dans l'Antiquité avec un premier rapport de voyage qui est celui de Gang Ying, qui est un explorateur chinois qui est en mission diplomatique pour l'Empire du Milieu. Lui, il est en mission diplomatique pour aller essayer de trouver les Romains, qui étaient déjà perçus comme un peuple lointain dont on connaissait des bribes du point de vue chinois, là ici je parle, mais dont il s'agissait de peut-être aller vérifier l'existence, en tout cas de commencer à nouer des contacts. Et cet explorateur, lui, il allait jusque dans l'Iran actuel, dans le royaume des Parthes. Mais donc on a retenu ce point de départ-là, puisque par commodité, il faut bien commencer quelque part, mais l'intérêt, c'était de prendre un point de départ qui était un point de départ chinois et non pas européen. Et on y viendra, le point actuel dans lequel les routes de la soie se propagent est en partie aussi depuis la Chine. Quel personnage, autre personnage, jalonne ce catalogue et qui permet d'incarner un peu dans des personnages historiques, alors européens ou moins connus pour nous, des personnages venus du reste du continent, qui on croise dans votre catalogue? On croise une galerie de personnages d'explorateurs. Il y en a un qui me vient à l'esprit qui s'appelle Pierre Poivre, qui est un espion français, un espion botaniste, qui a une histoire assez extraordinaire. En tout cas, pour être bref, Pierre Poivre, c'est un voleur d'épices, donc portait bien son nom. C'est un épicier cambrioleur. Et c'est quelqu'un qui a réussi à contourner le monopole de la production de la noix de muscade, qui était un monopole détenu par les Hollandais. Donc là, on est au XVIIIe siècle, on n'est plus du tout dans l'Antiquité. Et Pierre Poivre a réussi à aller voler des plants de noix de muscade pour les implanter, les acclimater dans des territoires français, à savoir l'île Maurice et la Réunion. Et donc les marchands hollandais avaient le monopole de la production de ces épices parce qu'il y avait aussi le clou de girofle. Et il y avait des fortunes considérables qui étaient bâties sur ces épices-là. Donc il y a des personnages comme ça qu'on a retenus dans certains portraits, mais on a pris l'exemple d'Alexandre le Grand aussi, par exemple, sur lequel on a fait un focus, puisque s'il y avait un Européen qui a fait cette démarche d'aller vers l'Orient, qui est celle qu'on associe traditionnellement à la route de la soie, donc Alexandre a connecté des mondes d'une certaine manière. On peut voir l'exemple de cette connexion des mondes qui est assez spectaculaire dans le Pakistan actuel, où il y a eu une rencontre entre les divinités de l'hindouisme et l'art statuaire grec. Donc il y a des statues grecques qui représentent des dieux hindous avec des moustaches. Donc il y a des exemples comme ça de mondes connectés qui remontent là déjà bien avant notre ère. Je disais, on a pris un point de départ tout à l'heure en 97, qui est un premier texte explorateur. Un texte explorateur, en fait, il y en avait avant, on avait pris ce point de départ-là, mais Alexandre le Grand, donc on est plutôt avant Jésus-Christ, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, vous parlez histoire, vous parlez botanique dans ce catalogue. Quels sont les autres champs disciplinaires ? C'est un peu une des dynamiques de l'histoire actuelle, d'essayer d'intégrer les différents champs disciplinaires dans un récit assez vaste de l'histoire. Là, vous passez par quelle discipline scientifique dans ce catalogue ? Ce qu'on fait dans ce catalogue, c'est de proposer de visiter l'exposition autrement, c'est-à-dire peut-être de compléter l'exposition. L'exposition, elle est présentée comme un voyage, ce que disait Marie Dartrige,
l'exposition reprend le voyage de la route de la soie, mais avec un point de vue très intéressant. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est celui de partir de la Chine et non pas de partir de l'Europe pour aller vers un Orient mystérieux, quoi. Donc c'est déjà cette inversion, elle est assez pertinente. Donc le catalogue reprend ce parcours, mais en apportant des choses qui peuvent être plus difficilement présentées dans l'exposition et peut-être toute une mise en contexte ou une réflexion historique tout un attirail de textes qui accompagne, qui prolonge l'exposition. Une fois que vous avez fait cette visite, le catalogue, enfin c'est en tout cas c'était son ambition, c'était de vraiment de permettre de refaire cette visite, mais en y intégrant des mises en réflexion historique, des croisements de contexte, l'actualité politique de certaines époques qui sont présentées dans l'exposition. Donc en fait l'exposition elle est adressée, parce qu'il y a aussi une scénographie qui est il y a des textes, mais l'idée c'est pas de remplir de textes une exposition, ce qui serait assez indigeste. Donc voilà, c'est bien d'avoir un livre à côté, peut-être pour prolonger, pour ceux qui le veulent, prolonger cette visite. C'est magnifique. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission nous parler de ce beau catalogue qui est toujours disponible au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Alors si la soie a donné son nom à ces routes, c'est qu'elle doit être particulièrement fascinante. Valentin est là pour nous parler un peu plus de l'étrangeté de cette matière. Si la route de la soie fut si rentable, c'est avant tout pour cette précieuse ressource qu'est la soie. Une fibre si fine et si douce que le secret de sa fabrication est resté jalousement gardé par les Chinois jusqu'au VIe siècle après Jésus-Christ. Nous sommes rendus au XXIe siècle et je me propose de vous expliquer la nature propre de ce composé merveilleux. Lorsque l'on touche de la soie, il est difficile de savoir d'où est-ce qu'elle provient. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas très vegan-friendly. En effet, la soie est obtenue à partir de sécrétions d'une espèce de papillon unique, Bombyx mori ou Bombyx du mûrier, un petit papillon blanc introuvable à l'état sauvage, signe de sa domestication très ancienne. Tous les papillons subissent une métamorphose complète, ce qui en jargon scientifique signifie qu'ils passent par une phase immobile avant de devenir adultes, ici appelée chrysalide. C'est lors de cette métamorphose de chenipant vers chrysacier que la chenille va sécréter un fil unique allant jusqu'à 1500 mètres de long, 1,5 km de fil. À l'intérieur de ce douillet cocon, la chenille va former une chrysalide, une enveloppe solide dans laquelle l'un des plus grands miracles du vivant se produit, et d'où sortira un papillon blanc comme neige, prêt à se reproduire après avoir dissous son cocon. Il faut dire qu'avant tout cela, la chenille va engloutir des quantités titanesques de feuilles de mûrier, seules 4 espèces de plantes conviennent à cette petite princesse, multipliant sa masse corporelle 1200 fois durant les 80 jours d'élevage. La sériciculture, c'est-à-dire l'élevage des vers à soie, semble avoir débuté il y a 2600 ans. Si les Chinois en firent le commerce via la route de la soie jusqu'à sa fermeture et sont redevenus les principaux producteurs de vers à soie, la France a connu un grand élan dans sa production, instigé en particulier par Olivier de Serres sous le règne d'Henri IV. Décimé par des maladies européennes auxquelles Pasteur lui-même s'attela à trouver une solution, la sériciculture connut un très fort déclin en 1856 suite à une récolte très faible et l'ouverture de nouveaux chemins commerciaux comme le canal de Suez enterra définitivement cette culture qui pourtant produisait pas moins de 26 000 tonnes de soie en 1853. Mais alors, cette soie mythique, de quoi est-elle constituée ? Et qu'est-ce qui la caractérise ? Puisqu'en effet, de nombreux arthropodes produisent des soies. Les araignées en produisent, de très nombreux ordres d'insectes en produisent, parmi lesquels les papillons. Cependant, la soie de ces animaux varie fortement en termes de composition et dans les proportions de certains composés. Les Chinois ont su utiliser la sélection artificielle pour obtenir une espèce qui produisait à la fois beaucoup de soie et d'une qualité appréciable. La soie du Bombyx du mûrier est composée principalement de 2 molécules, la fibroïne et la séricine. La fibroïne forme le fil en lui-même et la séricine, qui sert de colle pour solidariser les fils entre eux, entoure le filament de fibroïne. Par un procédé très complexe mettant en jeu les 2 glandes dites séricigènes de la chenille, un long fil de soie va se former, dans lequel l'animal s'enferme pour se transformer. Une fois ce dernier formé, les sériciculteurs vont plonger le cocon dans l'eau bouillante, ce qui a pour propriété de rendre inactive la séricine, permettant de débobiner le cocon et hélas de tuer la chenille dans le même temps. Immédiatement après le débobinage, plusieurs brins sont assemblés entre eux pour former un fil plus solide, légèrement élastique et incroyablement, ça vient de là, soyeux. Il ne reste plus qu'à tisser tout cela pour obtenir le tissu si prisé qui a fait la fortune de l'Empire chinois. La soie en elle-même est exploitée chez d'autres insectes encore. L'exemple le plus parlant est sans aucun doute la soie sauvage, obtenue par la même méthode mais à partir du cocon du magnifique papillon comète de Madagascar.
Ce tissu élastique et mystérieux est donc le produit d'une relation ancestrale entre l'homme et l'insecte, d'une maîtrise traditionnelle basée sur l'apprivoisement, ce qui est une belle histoire en soi. La science dans tous ses états au Labo des Savoirs. C'était Mashrou Leila, originaire de Beyrouth, en live dans les mini-concerts de NPR, radio nationale états-unienne, Tiny Desk, plus connu sous ce nom sur YouTube, dont la programmation curieuse nous invite au voyage. Si vous vouliez mettre les voiles, d'ailleurs, à la fin du XVIIe siècle, vous pouviez bien sûr embarquer à Nantes ou à Bordeaux pour les Amériques, ou vous rendre à l'Orient, direction les Indes orientales, avec la Compagnie des Indes. Pour nous en parler, nous avons contacté Brigitte Nicolas, conservatrice et directrice du musée de la Compagnie des Indes à Port-Louis, à 2 pas de l'Orient. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelle était la place de l'Orient dans le commerce international et sur quelle période ? Oui, tout à fait. Alors, l'Orient est né de ce commerce avec les Indes, que ce soit les Indes occidentales et les Indes orientales, puisque finalement, une fois que les Portugais, qui étaient les pionniers européens, en fait, à arriver en Inde, à la recherche des épices principalement, à leur suite, un siècle plus tard, les Hollandais et les Anglais, à travers les compagnies des Indes, ont pris place dans les comptoirs portugais, enfin les ont chassés parfois. Et c'est dans ce cadre que, en 1664, Louis XIV, sur les conseils de son ministre Colbert, crée une compagnie des Indes. Et pour lui donner les moyens de réaliser en fait son commerce outre-mer, il lui faut une base portuaire depuis laquelle elle va pouvoir armer, désarmer des navires, bientôt les construire et puis aussi vendre ses marchandises. Et il va y avoir une enquête de mener sur les côtes du Ponant pour savoir quel est le lieu le plus propice pour accueillir ces activités. Et c'est alors un peu par défaut, je dirais que le site de ce qu'on appelle aujourd'hui la rade de l'Orient, c'est-à-dire cet estuaire dans lequel se jettent 2 petits fleuves, le Blavet et le Scof, c'est ce site qui est choisi. Et c'est l'implantation des premières infrastructures, corderies, enfin différents bâtiments qui vont permettre d'équiper les bateaux, l'arrivée des ouvriers qui vont venir travailler au radout des bateaux, etc. C'est ce lieu, en fait, cet arsenal, qui va donner naissance à la ville de l'Orient. Donc vraiment, cette ville, c'est une ville champignon, en fait, qui naît de l'implantation de cette Compagnie des Indes en 1666. C'est la date précise. À ce qui est maintenant l'Orient. Donc le lien avec les Indes, il était extrêmement important puisque pendant toute la durée de vie des compagnies des Indes, donc de 1664 jusque, on va dire, les années 1790, les bateaux partaient de ce lieu, en fait. Et jusque 1795, l'Orient va garder l'exclusivité du retour des marchandises d'Asie. Donc les bateaux qui partent d'ailleurs d'autres ports doivent obligatoirement ramener leurs marchandises à l'Orient. Donc le lien entre la France et l'Asie est un lien assez tardif par rapport à d'autres nations. Quelles sont les denrées qu'on est allé chercher dans cette lointaine Asie ? Alors au départ, ce sont vraiment les épices qui motivent les Européens. Bien sûr, le poivre que l'on trouve en Inde, sur la côte de Malabar principalement. Les épices reines sont le clou de girofle et la muscade que l'on trouve dans les Moluques et qui seront sous monopole portugais d'abord puis hollandais. On va chercher ensuite toutes les cotonnades indiennes que l'on découvre justement fortuitement dans le cadre du troc qui est mené en Indonésie pour pouvoir obtenir ces épices. On va d'abord aller chercher en Inde des toiles de coton. Et ensuite, ces toiles de coton, on va les adapter à la demande européenne. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher en Chine ? On va chercher la porcelaine, dont on ignore la technologie. On va chercher le thé, les lacs, la soie, bien évidemment. On recherche aussi des bois tinctoriaux, des bois exotiques, comme le teck, le bois de sapin. On va chercher les rotins, on va chercher ce qu'on appelle les drogues, donc ce sont des marchandises qui entrent dans la pharmacopée, je pense notamment à la salsepareille.
On va chercher du salpêtre, on va chercher en fait des marchandises que l'on ne va pas savoir fabriquer en Europe, en tout cas au tout début du XVIIe siècle. Là, ça concerne la porcelaine, ça concerne les lacs, ça concerne aussi les indiennes, c'est-à-dire ces toiles de coton imprimées. Et puis on va chercher des marchandises qui ne peuvent pas finalement pousser sous nos climats septentrionaux. Voilà, c'est ça qui motive principalement les Européens. Alors pour raconter cette histoire, quelles sont les pièces que vous montrez à l'intérieur de votre musée ? C'est un musée qui est dédié à l'histoire des compagnies des Indes. Donc on a à la fois des maquettes de vaisseaux, des maquettes en coupe, en plan, qui sont extrêmement intéressantes et très pédagogiques. On a des portraits de personnages qui ont eu un lien avec soit l'histoire de l'Orient, soit l'histoire des compagnies des Indes. On a des instruments de navigation, des instruments de la médecine pour parler de la vie à bord. Et puis on a aussi des arts graphiques qui vont pouvoir montrer les différents comptoirs de la compagnie, que ce soit en Afrique, que ce soit ses escales dans les Mascareignes ou bien ses comptoirs en Inde ou en Chine. Et on a aussi et beaucoup, je dirais, d'objets qui ont été faits en Asie à l'intention des Européens. Donc que ce soit ces fameuses indiennes, ces cotonnades, mais aussi une collection importante de porcelaine de commande, de lacs de commande. Est-ce que c'est exclusivement des produits de luxe que la Compagnie française des Indes va chercher en Asie ? Alors on lit souvent cela en effet, parce que c'est vrai qu'au départ, il faut comprendre que ces objets, ils sont ramenés en petite quantité par, je dirais, au départ les routes terrestres de la soie, puis par les caraques portugaises, et ensuite les objets vont être ramenés en chiffres de plus en plus nombreux. On va passer au départ, je dirais, de quelques exemplaires au temps de la route de la soie à quelques centaines, et puis à des milliers au cours du XVIIIe siècle. Donc il y a une démocratisation en fait de ces objets et pour finir même une certaine banalisation s'agissant des porcelaines de Chine par exemple, qui vont perdre pendant tout le XVIIIe siècle leur valeur. Et on sait aussi que sur ce qui fait la force de la compagnie française, c'est-à-dire le textile de l'Inde, puisque c'est ce qu'elle va commercer avant tout, eh bien elle importe des toiles de coton très simples, très rudimentaires, qui vont servir tout simplement à faire des langes pour enfants, ce qu'on appelle aujourd'hui des torchons, enfin des housses, etc. Et ça, ce ne sont pas vraiment des produits de luxe. En fait, la compagnie, c'est une compagnie à capitaux, donc qui a une démarche déjà de rentabilité. Donc elle va chercher à acheter les objets produits au plus bas coût et qui vont dégager la plus grande marge en fait une fois revendus en France. Donc ce ne sont pas nécessairement des produits de luxe. Pour les éventails de Chine, on sait que ceux qui sont importés les plus nombreux, ce sont les éventails en brin de bambou. Or, ceux qui sont luxueux, ceux en écailles de tortue ou ceux en ivoire, restent vraiment très rares dans les cargaisons. Donc, c'est pas que du luxe, c'est aussi des objets qui vont pouvoir dégager beaucoup d'argent, en fait. Voilà, qui vont des objets qui dégagent du lucre, voilà, qui sont lucratifs pour la compagnie. C'est des nouvelles visions des routes des Indes qui résonnent un petit peu avec la manière dont le commerce mondial est aujourd'hui fait. Est-ce que vous trouvez que c'est un sujet important à réfléchir aujourd'hui à l'heure de la mondialisation et de l'explosion de la Chine sur le commerce international ? Je dirais qu'à partir du moment où les Portugais et les Espagnols ont dominé les mers dès le XVIe siècle, c'est-à-dire que les uns avaient le monopole de commerce sur l'Asie et les autres sur le Nouveau Monde, et on sait que c'est l'argent du Nouveau Monde qui a financé le commerce d'Asie, on a déjà là finalement les mécanismes de mondialisation qui sont à l'œuvre aujourd'hui, puisqu'on a des flux de marchandises, des flux de personnes, des flux d'argent qui circulent tout autour de la planète. Donc oui, le monde dans lequel on vit, il est l'héritier direct de cette époque. Vraiment, les mécanismes ont été mis en place, développés, je dirais, d'abord par les Ibériques et vraiment renforcés ensuite par les compagnies des Indes. Et on est encore dans ce même monde, puisque, par exemple, toutes ces marchandises qui arrivent d'Asie
évidemment, elles font débat dans le royaume parce qu'elles sont peu taxées, parce qu'on en ignore le savoir-faire. Les Françaises protestent, critiquent ces importations. Et déjà à l'époque, on va comparer en fait la vie d'un tisserand du Vercors avec la vie d'un tisserand de l'Inde. Et ce qui va être quand même privilégié, c'est le gain financier pour les actionnaires. Vous voyez, on est toujours dans ce même débat. Et quand bien même on sait que la vie des tisserands reste misérable en Inde. Donc on est vraiment dans une histoire qui se poursuit, mais finalement une histoire assez récente. Comme vous le rappelez, on est les derniers arrivés dans le commerce asiatique, même si on en a pris d'une certaine manière, les Européens y ont pris une place très très grande. La Compagnie des Indes n'est pas une seule période pour ce qui est de l'histoire de la France. Elle a été scindée en 3 dynamiques politiques qui ont été insufflées à cette compagnie. Alors, oui, il y a eu des périodes successives. En fait, c'est pas un continuum. On a des périodes pendant lesquelles ce commerce est sous monopole d'État, et donc c'est à ce moment-là qu'on a des compagnies des Indes, et il y a eu des interruptions de ce monopole. Le commerce a été libre. Alors, on compte 3 grandes compagnies des Indes françaises. La première, celle de Colbert, qui est créée en 1664 et qui va durer jusqu'à la seconde, même si elle est moribonde, je dirais, à partir de 1708, 1710. Elle rétrocède beaucoup de ses privilèges aux Malouins. Donc la deuxième grande compagnie des Indes, elle est créée par le régent suivant le projet d'un banquier écossais qui s'appelle John Lass. Donc elle dure de 1719 jusqu'à 1769. Ensuite, on a une période de commerce libre et on a une dernière et troisième compagnie des Indes, celle de Calonne, de 1785 à 1792. Le temps de liquider, c'est 1795. Voilà. En fait, les compagnies des Indes ne peuvent pas durer après la fin des monopoles. Ça ne convient plus, je dirais, avec l'histoire qui est en cours de l'abolition des privilèges, tout simplement. On ne peut plus avoir de privilèges de commerce. Donc c'est pourquoi elles prennent fin au moment de la Révolution, en fait. Et donc c'est la Révolution qui met un terme à cette entreprise de la Compagnie des Indes ? Oui, on peut dire ça comme ça. À ce moment-là, il n'est plus question d'avoir une compagnie d'État à privilège, à monopole. Ça n'est plus du tout accepté en fait par notamment les armateurs qui, entre la compagnie de l'eau et la compagnie de Calonne, se sont lancés, ont repris tout le commerce vers l'océan Indien, notamment vers les Mascareignes, et ils n'entendent pas à nouveau ils se rebellent en fait contre ce monopole de commerce d'État. Et pendant ces 3 périodes, quelle a été la période où il y a eu peut-être le plus de bateaux, ou en tout cas où on a les chiffres vraiment de la quantité de Français sur les mers, de bateaux sur les mers ? De bateaux sur les mers. Alors c'est vrai que celle qui est la mieux documentée, c'est la Compagnie des Indes de l'eau, la Compagnie perpétuelle des Indes, donc la deuxième. Et on a un nombre d'opérations recensées concernant 533 navires. C'est un nombre d'opérations qui s'élève à 2392. En fait, on a eu 484 armements de la compagnie vers les Indes, apparemment, dont 88 à destination de la Chine. Donc ça reste assez modeste, finalement, en comparaison des rivaux européens qui étaient les Hollandais et surtout les Anglais. Qui étaient beaucoup, beaucoup plus nombreux ? Oui. Si on pense au commerce à la Chine, par exemple, pendant tout le XVIIIe siècle, les Français n'envoient privés et non privés, on va dire, tous les bateaux français qui sont partis en Chine pendant le XVIIIe siècle, recensés, il y en a peut-être eu quelques-uns de plus, mais les archives nous indiquent 153 navires. Et pour cette même période, les Anglais en envoient 2551. Donc ça donne assez la mesure de la différence entre la compagnie française et l'East India Company. Les voix de la recherche scientifique au Labo des Savoirs. Lorient, ville du festival interceltique, si fière de ses racines et de son identité ô combien enracinée dans la brune bretonne, doit son nom au Soleil de Lorient, premier navire construit dans les chantiers navals qui donneront naissance à la ville. Est-ce que les personnes présentes dans ce studio le savaient, ça, je vous le demande ? Eh bien non,
Notre histoire locale est partout teintée par des couleurs, des senteurs, des paysages et des mots venus de loin. De quoi cultiver notre curiosité pour ce que l'on appelle l'histoire globale, dont Peter Frankopan, professeur à l'université d'Oxford, a fait sa spécialité. Son best-seller, Les Routes de la Soie, qui m'a été d'ailleurs recommandé par Guillaume Mézières, nous permet de nous façonner un imaginaire bien plus vaste que celui du roman national, même si dans cette histoire, les Européens ne prendront une place que très tardivement grâce à la découverte de l'Amérique, comme je le disais en introduction. On écoute Peter Frankopan, historien et polyglotte, nous parler de sa passion pour l'Orient dans l'émission de nos confrères de France Culture, La Fabrique de l'Histoire, le 29 décembre 2017. Avant d'être spécialiste byzantin, la spécialité en fait à l'école et à l'université, c'est le russe. Et donc d'ouvrir les autres portes, de comprendre c'est quoi la musique et la littérature russe. Puis j'ai étudié l'arabe à l'âge de 17-18 ans et de poser les questions qui sont vraiment évidentes, mais que personne ne peut pas me répondre. Donc on sait rien à sujet de l'histoire de Chine. Personne qui écoute ce programme peut me nommer un empereur chinois. Pas un mauvais ou un bon empereur chinois. Ni un écrivain arabe. Ni un mathématicien russe. Donc, nous sommes complètement dégagés notre vue de l'histoire. Et européocentré, et du coup, voilà. Il faut... Mais donc, madame, c'est absolument correct. On peut faire les mêmes études pour prendre l'Afrique du Sud, soit l'Amérique du Sud ou du Nord, comme point central, et d'expliquer l'histoire de cette starting point. Mais de même, ces routes de la soie lient les continents entiers. Ça lie l'Afrique et l'Europe et l'Asie. Et ce qu'on voit qui passe sur ces routes, les grandes fois, c'est enfin au milieu de l'Asie qui voit la croissance de l'islam, de le judaïsme, de bouddhisme, de hindouisme. Et bien que l'Afrique soit énormément important, on voit pas les pattes qui passent autour du monde comme on voit des routes de la soie. Alors, ça veut dire que ce qui est important selon vous, Peter Frankopan, dans la démarche qui est la vôtre pour les routes de la soie, chez Nevicata, c'est le déplacement. Pas simplement le déplacement des gens, des marchandises, comme l'a dit Séverine, mais le déplacement intellectuel que vous oblige à faire votre volonté de remettre le centre ailleurs que là où on pense qu'il est. Voilà, donc je pense que c'est pas seulement de replacer le centre géographique. Je pense que c'est important aussi de réaliser un nouveau moyen d'écrire l'histoire ou de penser au sujet de l'histoire. Parce que on peut pas seulement concentrer sur les échanges économiques. Soit on peut pas seulement concentrer sur l'histoire de la théologie non plus. Il faut combler tous les éléments, de regarder ce qui passe autour des routes de la soie. Donc je parle également au sujet de pathogènes, et the Black Death. Oui, la mort noire, voilà, la peste noire. La peste noire, voilà. Parce que je sais bien moi-même quand je voyage, comme nous voyageons tous, on voit, on sent, on écoute, et les expériences sont différentes. Et donc, pour réunir tous les éléments, de construire une histoire qui ait beaucoup de contexte, qui essaie de partager ce qu'on peut et d'attirer tous les éléments, non seulement la littérature, les historiens, toujours, ils travaillent avec les sources littéraires, mais aussi les sources archéologiques et la matière culturelle et voilà. Mais aussi à ce point, maintenant, de nos jours, il y a beaucoup d'avances dans les sciences qui nous aident beaucoup de comprendre l'histoire. Donc, réunir tous les éléments des spécialismes, de géographie, de période dans une grande peinture, je pense que on peut le faire. C'est la Big History. La Big History, un projet ambitieux et passionnant que la littérature nous propose de creuser, mais aussi les musées. Le Muséum de Nantes, sous l'angle de sciences naturelles, le Musée de la Compagnie des Indes, comme on l'a vu, à Lorient, par l'histoire locale et industrielle, ou encore le Château des Ducs de Bretagne, musée d'histoire de la ville de Nantes par le biais de ses collections. De quoi plonger dans un voyage pluridimensionnel et d'en revenir un peu changé. Et comme le disait Barbara à propos des voyages, ces mondes nouveaux qui s'ouvrent à nos cerveaux, nous font voir autrement et nous chantent comment la vie vaut bien le coup, après tout. Bon, ce que nous chante l'histoire des routes de la soie, c'est surtout que la Chine est, depuis 2000 ans d'histoire, au cœur de l'activité économique mondiale et que ce n'est pas prêt de s'arrêter. On écoute Roland Depierre, qui est professeur de philosophie et des civilisations chinoises à l'Université de Nantes, nous parler de sa spécialité face aux vitrines des collections du musée du Château des Ducs de Bretagne en septembre 2018, durant le merveilleux événement Musétech organisé par le Labo des Savoirs.
Ouvrez vos yeux parce que vous avez ici des magnifiques objets qui sont bien sûr la richesse de ce musée. Et surtout, la chance, c'est que beaucoup d'entre eux sont vraiment liés à la ville de Nantes puisque toute une partie des porcelaines ont été obtenues par des commanditaires négociants de Nantes ou de la région nantaise et qui appartiennent maintenant au musée. Notre sujet, bien sûr, c'est les cargaisons des routes de la soie, comparé avec donc désormais les containers des nouvelles routes de la soie. On dit que c'était des portables, mais il n'y a pas que des portables. Il y a aussi les ordinateurs. Moi, je viens d'une région où j'ai travaillé, qui est le sud de la Chine, de la région de Canton. Dongguan, Chuncheon, c'est des villes qui n'existaient pas, qui avaient quelques milliers d'habitants. Dongguan, maintenant, c'est 6 millions d'habitants. Chuncheon, c'est maintenant 15 millions d'habitants. C'est la capitale mondiale des containers. Et il y avait 3500 habitants il y a 30 ans. L'ensemble de l'agglomération autour de Canton, c'est maintenant 36 millions d'habitants. Donc ça vous donne un peu l'idée de ce que c'est que la production chinoise qui est essentiellement tournée vers l'exportation. Alors, si on essaye de parler de la route de la soie ancienne, le concept est un peu inapproprié, c'est une invention occidentale, parce que ça désigne des formes commerciales extrêmement diverses dans les différentes dynasties. C'était les premières cargaisons sur caravane pour l'Empire romain, puisque déjà l'aristocratie romaine, les femmes achetaient de la soie, qui était un objet de très très grand luxe. Son poids coûtait plus que l'or, donc c'était quand même très très important. Mais on en a déjà connaissance par les Perses d'avant la période hellénistique, donc d'avant les Grecs, si vous voulez. Et puis bien sûr, le mouvement va s'arrêter quand il va y avoir l'Empire ottoman, et puis ou l'Empire arabe d'abord, et puis enfin il va se rouvrir, se fermer, et on désigne pas sous ce nom-là des choses très différentes. Mais là où nous sommes, c'est vraiment une période extrêmement faste. C'est la période du début de la dynastie des Qing, c'est-à-dire le milieu du XVIIe siècle. Mais ça commence un petit peu avant, puisque les premiers occidentaux de notre période arrivent à la fin, au début du XVe siècle, et puis ils vont se développer vraiment et arriver à la cour de Pékin à la fin du XVe, au début du XVIe siècle. Ils font du commerce et les Chinois ne sont pas très très favorables. En général, il va y avoir des tensions. Les empereurs de Chine ne favorisent pas le commerce international au point qu'ils vont cantonner les commerçants chinois dans une seule ville, d'où le nom de Canton, enfin plutôt le nom de cantonné désigne ça, parce qu'ils ne voulaient pas que les commerçants circulent sur l'ensemble du territoire. Les porcelaines sont produites à cette époque-là dans un lieu qui s'appelle, dans une ville de Qintechen. On estime qu'il y avait 7000 fours à porcelaine dans cette seule ville. Vous imaginez, c'est un immense brasier. On le comparait avec un volcan en éruption. Ces porcelaines étaient extrêmement précieuses et vous avez ici vraiment deux époques. Vous avez la période bleue que vous voyez à votre droite, c'est vraiment pour la dynastie des Ming, c'est pour la dynastie des Han, c'est-à-dire les Chinois. Et puis, celles de gauche, elles désignent une évolution avec la dynastie des Qing, c'est-à-dire des Mandchous, mais qui vont correspondre au goût occidental. Et celles-là, une bonne partie des motifs sont inspirés par des motifs des dessinateurs occidentaux qui veulent qu'on mette leurs fleurs ou leurs images, comment ça s'appelle, enfin bon, bref, ce qu'on mettait sur les blasons, etc. Voilà. Et donc, c'est vraiment des objets de commerce et non pas une production intérieure. Le tableau est lui aussi très intéressant. Vous voyez, c'est une œuvre magnifique qui date de l'époque Kangxi, de l'époque de Louis XIV, et qui est destinée aux Chinois. Si on regarde bien, on ne voit qu'une partie d'un palais, on ne voit que la partie septentrionale, c'est-à-dire le gynécée, là où il n'y a que des femmes. Car si vous regardez bien, il n'y a que des femmes, sauf l'empereur, pas l'empereur, le mandarin au centre, et en bas à droite, les deux eunuques qui gardent la porte. Car évidemment, c'est la zone qui est réservée aux concubines et aux servantes. La partie masculine, la partie où il y a le yamen, où il y a le bureau, il est vers nous, il n'est pas représenté. Ce tableau va être apporté au XIXe siècle et désormais il va
prendre un autre sens. C'est un peu le début de l'orientalisme, c'est-à-dire on va rêver un petit peu du gynécée oriental. Mais à la différence des gynécées turcs que vous retrouvez dans la peinture, hein, bien évidemment ici les femmes ne sont pas au bain, hein, elles sont bien collées montées. C'est bon à savoir, c'est bon de savoir, c'est le Labo des Savoirs. Vous écoutiez le groupe Red Bharat en live, encore une fois, dans le légendaire concert de Tiny Desk sur NPR. Vous êtes toujours au Labo des Savoirs et nous vous parlons aujourd'hui des routes de la soie qui ont irrigué la programmation nantaise avant même l'ouverture de l'exposition Retour d'Orient au Muséum de Nantes. Notamment sous la forme de conférences et de tables rondes qui se sont déroulées au lieu unique sur le thème des nouvelles routes de la soie. Projet titanesque du président Xi Jinping permettant de répondre aux grandes transformations de la société chinoise, notamment du point de vue de l'énergie. On écoute Angélique Pahl, chercheuse en géographie à l'Université de Paris 1, nous en parler le 29 septembre 2018. L'idée de la Chine, c'est un peu ce que disait Emmanuel, hein, d'avoir cette espèce d'artère qui l'irrigue. Pour vous donner un peu quelques aperçus, la Chine a investi 3 milliards de dollars dans des lignes électriques au Pakistan. Le grand gestionnaire de réseau chinois, State Grid, a annoncé en 2012 à la conférence des grands gestionnaires de réseaux électriques qu'il avait l'intention à terme de créer une espèce de super réseau euro-asiatique avec une nouvelle technologie de ligne à ultra haute tension qui ferait une espèce de pont entre les consommateurs européens et les consommateurs chinois. Donc il y a une volonté de lien qui passe par la terre et par la mer qui concerne l'énergie. Pourquoi est-ce que ça intéresse autant Pékin, ce volet énergétique ? Il y a un changement de narratif, disons, dans le développement chinois. Sur les 35 dernières années, le récit que se faisait la Chine à elle-même et qu'elle faisait au monde, c'était l'industrialisation massive, le développement rapide, la sortie de la pauvreté de 800 millions de personnes. Et ça va avec une énergie qui est le charbon. Aujourd'hui, on change de trajectoire, c'est le cas depuis déjà plusieurs années, et c'est ce que vous disait Emmanuel tout à l'heure, on passe à une logique plus de tertiarisation. Il y a eu une émergence des classes moyennes. Il commence à y avoir auprès de la population chinoise une conscience environnementale, et ça se branche sur d'autres types d'énergie qui sont plutôt le gaz et l'électricité. Qu'est-ce qu'on anticipe à l'horizon 2040 ? Je vous donne un peu les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. Elle anticipe une baisse de la consommation du charbon dans le mix énergétique chinois, donc dans le bouquet des énergies qui sont utilisées par la Chine, de à peu près 70% à 40% en 2040. Une très forte croissance de la consommation en gaz. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, la Chine consomme à peu près 250 milliards de mètres cubes par an, et elle passerait autour de 2040 à environ 600 milliards de mètres cubes. Pour vous donner un point de comparaison, les États-Unis aujourd'hui consomment à peu près 735 milliards de mètres cubes. Donc c'est vraiment une explosion de la consommation en gaz. Et puis, la question électrique, qui va avec le développement des classes moyennes et puis avec cette tertiarisation de l'économie, et qui se branche aussi sur la question des énergies renouvelables, où la Chine est aujourd'hui un leader en termes d'énergie verte. La consommation moyenne du ménage chinois, on estime qu'elle va doubler d'ici 2040. Qu'est-ce que ça pose comme problème finalement, cette évolution du profil énergétique chinois ? Ça pose un double problème d'approvisionnement et de prise en compte de l'environnement. Et vous allez voir que c'est lié, en troisième lieu, avec le projet chinois de la route de la soie. D'abord parce qu'il faut assurer les approvisionnements. Quand vous faites un changement de source d'approvisionnement aussi massif, il faut assurer l'arrivée de ces énergies. La Chine est devenue, depuis 2017, le premier importateur de pétrole, et on est devant les États-Unis. On estime qu'elle va devenir, en 2019, le premier importateur de gaz. Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours. Nous terminons donc sur cette note encourageante. La Chine est leader mondial dans le domaine des énergies vertes.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Valentin pour sa participation et à Guillaume Mézières d'être venu nous parler de ce beau travail d'écriture autour de l'exposition Retour d'Orient. Le catalogue est d'ailleurs disponible aujourd'hui et pour toujours dans la bibliothèque du Muséum de Nantes. Et merci à Dounia 16 qui réalisait aujourd'hui cette émission, à écouter et réécouter sur le site du Labo des Savoirs et en podcast. Bonne semaine à toutes et à tous.